Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être une fois de plus fidèles à notre rendez-vous santé du mardi. À moins de ne pas avoir ouvert la radio, la télé, un journal, Internet depuis les années 2010, il vous est impossible d'avoir échappé au tsunami intestin. En effet, pas une semaine ne s'est écoulée, sauf peut-être pendant le Covid, sans qu'une étude, un article, un reportage, une émission ne soit consacrée à cet organe qui n'avait jusque-là fait parler de lui qu'en mal. C'est vrai que beaucoup de monde souffre, a souffert ou souffrira du ventre, un jour ou l'autre, et rares sont ceux qui n'ont pas eu envie ou n'ont pas pris un probiotique. Or, bien au-delà des troubles digestifs, le microbiote vit un séisme puisqu'il est à la fois impliqué dans des troubles digestifs, mais également, semble-t-il, dans de nombreuses, voire la plupart des pathologies ou maladies extradigestives qui peuvent nous toucher. Avec nous pour faire le point sur cette révolution microbiote, j'ai le plaisir d'accueillir un des grands spécialistes français, le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Saint-Antoine, auteur d'une magnifique bande dessinée, illustrée par Judy, Les extraordinaires pouvoirs du ventre aux éditions de Buck Supérieur. Professeur Sokol, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de feuilleter ensemble cette belle BD, j'ai quelques questions générales à vous poser. On use volontiers de superlatifs en médecine. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler de maladie du siècle ? Le terme de révolution pour évoquer l'ex-flore intestinale vous semble-t-il justifié ? Oui, je pense que c'est justifié. Juste pour rappeler à tous les auditeurs ce qu'est le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin et qui vont le coloniser à partir de la naissance. Donc il y a des bactéries, des champignons, des virus, énormément de micro-organismes. On estime aujourd'hui qu'il y a autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps. Et très clairement, aujourd'hui, les fonctions du microbiote sont en train de nous apparaître les unes après les autres. Et je pense effectivement que le terme de révolution n'est pas galvaudé. On se rend compte tous les jours maintenant que ce microbiote joue un rôle absolument fondamental dans le fonctionnement normal de notre corps et potentiellement dans l'initiation, la gravité d'un certain nombre de maladies. Quel est le facteur déterminant qui a fait surgir le microbiote au premier plan ? Alors, le microbiote, on le connaît depuis des siècles et des siècles, y compris dans la médecine chinoise, on parle déjà de ce qui se passe dans l'intestin comme d'un acteur dans la maladie. Mais finalement, comme souvent en science, ce qui a fait faire un progrès majeur à ce domaine, c'est la technologie, c'est le progrès technologique, et notamment tout ce qui est la science de l'ADN, tout ce qui est le séquençage finalement. Le génome humain et le génome des bactéries ensuite, c'est ça ? Exactement. La capacité à analyser les génomes en général, pour une raison simple, c'est que les bactéries de notre intestin, et notamment du côlon, sont extrêmement difficiles à faire pousser par des méthodes de bactériologie classiques. Et donc, pour analyser globalement ce microbiote, on est obligé de séquencer, et c'est au début des années 2000, l'avènement de ce qu'on appelle la biologie moléculaire, donc la capacité à séquencer les génomes, qui a permis de découvrir le potentiel, les anomalies aussi du microbiote dans les maladies. Comment on passe d'un vulgaire tuyau à un des alliés fondamentaux de la santé, du bon fonctionnement de l'organisme ? Alors, l'intestin, sa fonction principale, c'est d'absorber les nutriments, bien sûr, les calories, voilà, c'est vraiment sa fonction principale. Mais en même temps, comme finalement toutes les surfaces d'échange avec le monde extérieur, eh bien ce tube digestif, il va être colonisé par des micro-organismes. Et il se trouve que l'intestin, c'est un environnement particulièrement propice, notamment au niveau du côlon, au développement des bactéries, des champignons, etc. Ce qui fait que, au cours de l'évolution, donc des millions d'années d'évolution, on a, nous, êtres humains, et puis tout ce qui nous a précédés, appris à cohabiter avec ces micro-organismes dans ce qu'on appelle une symbiose. C'est-à-dire que ces micro-organismes, eh bien, on leur offre finalement le gîte et le couvert, tout simplement, et eux nous rendent des services pour notre santé au quotidien.
Changement de paradigme, professeur Sokol. Les bactéries, longtemps l'ennemi à abattre et maintenant à protéger. Alors effectivement, après, toutes les bactéries n'ont pas le même statut. Il y a certaines bactéries, même en toute petite quantité, qui vont être délétères, produire des infections et même de la mortalité. Notamment dans les pays en voie de développement, on sait que les diarrhées de causes infectieuses liées à des bactéries sont une des premières causes de mortalité des enfants, par exemple. Mais il faut bien faire la différence entre ces bactéries pathogènes infectieuses et les bactéries qui sont à l'état normal dans notre intestin et qui, elles, effectivement, jouent un rôle majeur pour notre santé. Dans l'immense majorité des cas, bien évidemment, le microbiote, c'était des maladies digestives, mais comment on se rend compte qu'en fait, ces bactéries peuvent être responsables en fait, de maladies extra-digestives vraiment très variées? Oui, alors effectivement, les gastro-entérologues sont probablement les premiers à s'être intéressés au microbiote et à son rôle potentiel dans les maladies. C'est sûr que quand on a une maladie, par exemple une maladie de Crohn, dans laquelle il va y avoir une inflammation dans l'intestin, effectivement, les bactéries qui sont présentes, les micro-organismes, c'est assez logique de se dire qu'ils pourraient être impliqués. Et donc, effectivement, dans de nombreuses maladies intestinales, gastro-entérologiques, aujourd'hui, le rôle du microbiote est démontré. Mais une des surprises, ça a été de comprendre que ce microbiote, il agit partout dans notre corps, partout sur tous nos organes, y compris jusqu'au niveau du cerveau. Alors comment ça marche ? Il y a plusieurs mécanismes possibles. D'abord, toutes ces bactéries de l'intestin, ce sont des sortes de petites usines qui fabriquent des molécules, des petites molécules, notamment à partir des aliments qu'on va ingérer. Ces petites molécules, elles sont produites en très grande quantité et en très grande diversité. Il y a vraiment une myriade de molécules qui sont produites dans notre intestin. Et notre intestin, sa fonction principale, c'est d'absorber. Et donc, ces molécules, elles vont être absorbées avec les nutriments. Elles vont passer par le foie parce que c'est le chemin habituel après l'intestin. Et ensuite, elles vont se retrouver dans la circulation générale et elles vont pouvoir avoir des effets partout dans notre organisme. Et on retrouve même des molécules microbiennes jusque dans notre cerveau. Ce qui veut dire que le monde microbien dans notre corps, il n'est pas du tout limité à notre intestin, mais on est littéralement imbibé de molécules microbiennes des pieds à la tête. Vous venez de prononcer le mot. Quand on parle de deuxième cerveau, ça vous fait sourire ou c'est justifié ? Alors c'est un petit peu les deux à la fois. C'est justifié parce que si on est purement factuel, l'organe qui, après le cerveau, a le plus de neurones, c'est l'intestin, c'est le tube digestif. Donc, si on est factuel, effectivement, c'est le deuxième cerveau. Après, évidemment que ce deuxième cerveau n'a pas du tout les mêmes fonctions que notre premier cerveau dans notre boîte crânienne. Néanmoins, il y a beaucoup de connexions entre les deux. Donc, on a parlé là des petites molécules produites par le microbiote et qui peuvent circuler jusqu'au cerveau, mais il y a d'autres connexions plus spécifiques, des connexions nerveuses cette fois-ci, entre le cerveau et l'intestin. On connaît tous l'effet du stress sur notre ventre avant un examen, un entretien d'embauche ou autre. On va avoir mal au ventre, parfois la diarrhée, enfin des symptômes divers et variés qui sont l'illustration du rôle de cette connexion du cerveau vers l'intestin. Mais en fait, cette connexion, elle est à double sens. Et donc, il y a aussi une connexion qui va de l'intestin vers le cerveau. Et donc, si les micro-organismes... Qui commandent Alors, qui commandent c'est une bonne question. Il y a des théories là-dessus. Mais en tout cas, les bactéries qui vont moduler ces terminaisons nerveuses au niveau de l'intestin vont avoir des effets au niveau du cerveau. Et effectivement, il y a même certaines hypothèses, des travaux de recherche fondamentale qui suggèrent que les bactéries de l'intestin pourraient, en modulant cette activité dans ces terminaisons nerveuses, avoir un effet sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Il y a des exemples... C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Vous dites à un moment donné, c'est les bactéries qui disent on a faim. Et exactement, il y a un petit peu de ça. Il y a les bactéries qui pourraient nous pousser à consommer certains aliments dont elles-mêmes ont besoin. Et puis, il y a aussi des expériences absolument extraordinaires où, en modifiant le microbiote d'un animal, d'une souris en l'occurrence, on va modifier son caractère, de passer d'une souris qui est un petit peu peureuse à une souris, au contraire, téméraire, voire l'inverse.
Alors, on va parler de cet ouvrage qui est destiné, je dirais, aussi bien aux médecins qu'au grand public, aux jeunes étudiants, peut-être même les lycéens. Je les vois bien lire ce livre. Complètement. C'est une BD qui est destinée au grand public. Ce qui est intéressant avec la BD, c'est qu'avec le dessin, on peut expliquer des choses un petit peu complexes, mais qui passent de manière assez facile. Je vois très bien mes enfants qui lisent des BD pour apprendre l'histoire de France et autres. Et c'est vrai que j'ai testé cette BD sur mes enfants. Ça a été mes premiers testeurs, notamment ma fille Léa, qui a 11 ans et qui a absolument adoré c'est passionnant. Nous, on a été marqués par un film qui était Le Voyage fantastique avec Raquel Welch. Tout à fait. Il y a fort longtemps. Et là, on retrouve un tout petit peu ce voyage à l'intérieur de notre intestin. C'est exactement ça. C'est un peu l'idée de l'aventure intérieure ou Chérie, j'ai rétréci les gosses pour ceux qui connaissent ces films. Et donc effectivement, on est miniaturisé, moi et la dessinatrice qui s'appelle Judy et qui joue dans cet ouvrage un petit peu le rôle de Candide. Et on est avalé dans une sorte de vaisseau spatial par un être humain qui se prête à l'expérience. Et c'est l'occasion d'expliquer comment marche l'intestin, le tube digestif et aussi le microbiote, à quoi il sert dans la santé et dans les maladies. On est frappé, professeur Sokol, par effectivement les 3 parties du tube digestif, c'est-à-dire un estomac qui est extraordinairement acide, dans lequel pousse une seule bactérie, l'intestin grêle, dans lequel finalement il y a peu de bactéries, et puis le côlon, dans lequel se développent précisément ces bactéries, ces alliés de notre santé. Alors effectivement, l'estomac, pendant très longtemps, on pensait que seule une bactérie pouvait s'y développer, Helicobacter pylori, qui est responsable de l'ulcère. Maintenant, on se rend compte, avec justement ces méthodes de séquençage, qu'il y a d'autres bactéries qui peuvent être présentes dans l'estomac. Qui arrivent à vivre dans de l'acide chlorhydrique Tout à fait. pur. Quasiment, absolument. Mais ce sont des bactéries en très faible quantité et qui sont probablement aussi en grande partie issues de la salive que l'on avale, parce que la salive contient elle aussi énormément de bactéries. Ensuite, dans l'intestin grêle, on va avoir un petit peu plus de bactéries, et la concentration va augmenter progressivement jusqu'au côlon, où là, il y a des concentrations très importantes de bactéries. Parce que les conditions sont favorables au développement des bactéries, ça ? C'est exactement ça. Dans l'intestin grêle, le transit est relativement rapide. Il y a tout un tas d'agresseurs, les acides biliaires, un petit peu de liquide gastrique, etc. Et donc, tout ça n'est pas forcément propice à un développement en grande quantité de ces bactéries. En revanche, au niveau du côlon, alors là, le transit est calme, ralenti, il y a beaucoup de nutriments, c'est lent, et donc ça permet aux bactéries de se multiplier. Et donc, dans la BD, par exemple, on prend l'exemple d'une plage sur lesquelles les bactéries ont le temps de se reposer, de manger et de se multiplier. Le développement du microbiote, ça c'est quelque chose de très très important. Vous expliquez que les conditions de la naissance vont intervenir sur l'état de santé ultérieur. Oui. Dans l'utérus maternel, on est stérile. Il n'y a pas de micro-organismes vivants dans l'utérus maternel, sinon malheureusement c'est une infection. À partir de la naissance, le tube digestif du nouveau-né va être colonisé progressivement par des micro-organismes. Et évidemment, tout le monde ne va pas être exposé de la même manière aux micro-organismes. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ces premiers contacts avec les micro-organismes. Tout simplement le mode de naissance, pour commencer. Évidemment, c'est pas du tout pareil d'un point de vue microbiologique d'avoir une naissance par voie basse, où on va rencontrer des bactéries du vagin maternel, aussi des bactéries fécales, ou d'avoir une naissance par césarienne, où là, on va plutôt rencontrer des bactéries de la peau et de la salle d'opération. Ensuite, il va y avoir énormément d'autres facteurs qui vont jouer, l'endroit où l'on vit, le mode d'alimentation, et tous ces facteurs vont finalement avoir un effet sur ces premières interactions, ces premiers contacts avec le monde microbiologique. Et la science récente, que ce soit chez l'animal, mais aussi avec des données chez l'homme maintenant, montre que ces premières interactions vont faire comme une sorte d'empreinte sur notre physiologie, sur notre organisme. Et cette empreinte va conditionner le risque de développer des maladies ultérieurement dans la vie, y compris à l'âge adulte. Le microbiote, donc l'ex-flore intestinale de l'enfant né par césarienne ou né par voie naturelle,
vont se rejoindre à un moment donné où il y a cette empreinte, il va subsister une différence. Alors c'est ça qui est assez intéressant et troublant à la fois. Après quelques mois, on n'est plus capable de distinguer, si on analyse le microbiote, un enfant qui est né par césarienne et un enfant né par voie naturelle. Néanmoins, il semble que l'empreinte soit déjà là. L'empreinte sur notre physiologie soit déjà là. C'est-à-dire certaines étapes qui ne se seraient pas faites. Absolument. Ce que l'on dit, un des éléments d'ailleurs qui est dans la BD également, c'est que ce microbiote va jouer un rôle sur l'éducation de notre système immunitaire dans l'intestin et plus globalement dans l'ensemble de notre corps. Et donc finalement, ces premières étapes, si elles ne se font pas de manière correcte, ça peut conduire à un système immunitaire qui va être entre guillemets mal éduqué. Et même si on ne voit plus, après quelques mois de différence dans les microbiotes, eh bien, entre guillemets, les faits sont déjà là. Et donc, il va y avoir un risque de développer, plus tard dans la vie, des maladies liées à l'immunité, allergies, maladies inflammatoires de l'intestin, pour n'en citer que quelques-unes. La santé, semble-t-il, est liée à un microbiote varié. Oui, effectivement. Alors, c'est un petit peu comme partout dans la nature, la diversité est un signe de bonne santé et est un marqueur même, on peut le dire, de bonne santé. Combien il y a d'espèces bactériennes dans le côlon? On dit 200, 400, oui, 500, 1000, probablement. C'est ça. Dans un intestin humain, il y a quelques centaines d'espèces bactériennes différentes. Il y a aussi, comme je l'ai dit précédemment, des champignons, des virus, etc. Et donc, cette grande diversité est un signe de bonne santé. Et dans beaucoup de maladies dans lesquelles le microbiote est impliqué, un des éléments communs, c'est cette réduction de la diversité. Il y a moins d'espèces différentes et les espèces sont moins équilibrées les unes avec les autres. Donc c'est vraiment un écosystème. Et d'ailleurs, lorsque l'on décrit l'écosystème intestinal, le microbiote, on utilise exactement les mêmes outils et les mêmes termes que ce que vont utiliser les écologistes qui parlent de l'écosystème dans l'océan ou dans les forêts. C'est vraiment les mêmes éléments. Il y a beaucoup d'analogies. Le microbiote, donc les bactéries intestinales, peuvent faire la personnalité, peuvent faire le caractère, ce qu'on avait vu sur les premières expériences qui étaient pratiquées sur des souris. Alors, est-ce que ça joue un rôle réellement chez l'homme? C'est un petit peu difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que chez l'animal, en tout cas, quand on prend des situations vraiment extrêmes où on va modifier le microbiote de manière vraiment drastique, on voit effectivement le comportement de la souris se modifier en fonction de son microbiote. Donc, je dirais que d'un point de vue du concept, c'est vrai. Maintenant, jusqu'à quel niveau c'est vrai aussi chez l'homme et surtout, quelle est la part du rôle du microbiote dans notre comportement? Ça, c'est beaucoup moins bien connu. On sait qu'il y a aussi une grande part de la génétique et puis d'autres facteurs environnementaux qui vont être impliqués. L'environnement et ce qui se passe. Sur les probiotiques, on trouve dans votre livre, alors c'est pas une critique des probiotiques, mais quand même, vous dites il y a peu d'études qui prouvent l'intérêt de telle ou telle souche. Oui. On attend les probiotiques de nouvelle génération, c'est ça? Oui, absolument. Donc, c'est sûr que si le microbiote joue un rôle dans les maladies, c'est assez attrayant d'essayer de jouer dessus d'un point de vue thérapeutique ou même préventif. Vous pensez qu'on a été un petit peu trop vite ou Alors, je sais. Alors, peut-être on est allé un petit peu trop vite. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'écrasante majorité des probiotiques qui sont en vente libre sont des probiotiques classiques qui sont issus de produits fermentés, de végétaux ou autres. Donc les bactéries que l'on va ingérer, donc les probiotiques, ce sont le plus souvent des bactéries, il y a aussi quelques levures. Bien, quand on les ingère et qu'elles se retrouvent dans notre intestin, c'est pas leur habitat naturel, l'intestin. Oui, vous dites qu'elles sont en terre inconnue. Exactement, c'est pas du tout une bactérie qui vient d'un végétal comparée à l'intestin, ça n'a évidemment strictement rien à voir. Donc certains probiotiques extrêmement rares ont fait l'objet d'études cliniques sérieuses dans lesquelles on a montré leurs effets sur, par exemple, la réduction de la diarrhée lorsque l'on prend des antibiotiques ou la réduction du risque d'infection. L'ultralevure, par exemple, c'est un des rares qui a fait l'objet d'études cliniques sérieuses. Donc il y a comme ça 2-3 probiotiques qui ont des effets reconnus dans certaines situations très précises. Mais l'écrasante majorité n'ont quasiment pas, voire pas du tout, fait l'objet d'études. Et donc, peut-être qu'ils ont un effet, mais en tout cas, cet effet, il est au mieux faible et en tout cas pas démontré.
Inversement, les probiotiques de nouvelle génération qui sont en train d'être à l'étude actuellement, Vous travaillez, je crois, sur une bactérie qui a un nom un petit peu compliqué, et puis Faecalibacterium prosniti, absolument. Donc cette bactérie Faecalibacterium prosniti, c'est un bon exemple de probiotiques de nouvelle génération. C'est une bactérie qui est présente chez les sujets sains, dans le microbiote des sujets sains, en grande abondance. Chez un sujet sain, cette bactérie, elle représente de l'ordre de 5% du microbiote à elle toute seule. Et on s'est rendu compte, il y a maintenant plus de 15 ans, que l'abondance de cette bactérie diminuait de manière drastique chez les patients avec une maladie de Crohn. On a utilisé cette bactérie pour voir si elle avait des effets biologiques et on s'est rendu compte qu'elle avait de puissants effets anti-inflammatoires. Et donc, la logique suivante, c'est d'essayer d'utiliser cette bactérie pour avoir justement des effets thérapeutiques. Et donc, pour cela, on a cofondé avec plusieurs collègues une start-up. Et le premier essai clinique est en cours. Alors, pour différentes raisons, cet essai n'est pas en cours en France, il est en cours en Belgique actuellement. Mais j'ai bien sûr bon espoir que dans les prochaines années, on puisse aussi l'utiliser en France. On a aussi beaucoup parlé, professeur Sokol, d'une autre bactérie, Akkermansia, qui était quasiment miraculeuse pour les personnes en surcharge pondérale. Là aussi, on a des preuves ou ça reste des hypothèses? Alors, il y a beaucoup de données chez l'animal et chez l'homme montrant que l'obésité, particulièrement les patients qui sont obèses, ont une diminution de l'abondance de cette bactérie. Il y a des données chez l'animal qui montrent aussi un effet intéressant métabolique. Il y a une toute petite étude clinique vraiment sur très très peu de sujets qui montre un petit signal sur l'amélioration du syndrome métabolique, mais c'est vraiment trop peu pour savoir si oui ou non cette bactérie a des effets significatifs dans l'obésité et le diabète. On peut espérer qu'il y aura des études de grande ampleur qui seront faites prochainement. Une méthode, une technique surprenante de prime abord qui, là, apporte une énorme quantité de bactéries, c'est le transfert de matière fécale. Oui. Et j'avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, on a été surpris, on pensait que c'était une blague. Oui, la transplantation de microbiote fécal, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est finalement apporter le microbiote d'un donneur, un microbiote fécal, donc qui vient des selles, et le transférer chez un patient qui a une maladie pour laquelle on pense ou on sait que le microbiote joue un rôle. Donc c'est une technique qui est vieille comme le monde, je dirais, qui est utilisée qui a été utilisée il y a de nombreux siècles dans la médecine chinoise pour traiter des infections intestinales. Aujourd'hui, utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, dans votre livre. Aussi, absolument. Il y a quelques dessins. Il y a quelques exemples là-dessus aussi. Cette technique, elle est utilisée aujourd'hui dans une indication précise qui est une infection par une bactérie qui s'appelle Clostridioides difficile, qui est une bactérie qui va se développer souvent quand on va prendre des antibiotiques et dont on peut avoir beaucoup de mal à se débarrasser. Et dans cette indication, cette transplantation fécale marche très très bien. Par exemple, à l'hôpital Saint-Antoine, on pratique ce type d'intervention toutes les semaines dans cette indication. Après, dans les autres indications potentielles... Ça a été essayé en France ou dans d'autres pays, par exemple la maladie de Crohn, la rectocolite, l'obésité. Tout à fait. Donc ça a été essayé dans toutes ces indications. Dans la rectocolite hémorragique, dans la maladie de Crohn, on a des signaux. Nous-mêmes, on a fait une étude dans la maladie de Crohn et actuellement, nous avons une étude en cours dans la maladie de Crohn et une autre dans la rectocolite hémorragique à l'hôpital Saint-Antoine. Dans l'obésité, il y a des signaux d'amélioration, mais qui sont vraiment très très faibles. Donc on a un petit peu de mal à imaginer vraiment son utilisation. Il y a même des études qui sont en cours dans l'autisme et dans d'autres indications extra-intestinales. Voilà. Après, ça reste... Pourquoi ? Parce que c'est l'indication, parce que c'est beaucoup plus compliqué, parce que dans l'indication, l'AMM française, qui est l'infection à Clostridium, quasiment, ça marche en one shot. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un point très important, vous avez vraiment raison de le soulever. L'infection à Clostridium difficile, c'est une maladie qui est liée, on va dire, à 99% aux anomalies du microbiote. Et donc, quand on va jouer sur ce microbiote avec la transplantation fécale, ça marche. Là, on joue vraiment sur la cause. Ça marche vraiment très très bien. Dans toutes les autres maladies, le poids du microbiote dans la maladie est mal connu. Donc, probablement qu'en jouant uniquement sur le microbiote, on n'aura pas des résultats aussi spectaculaires. Et effectivement, c'est ce que l'on voit. On n'a pas des résultats aussi spectaculaires.
Les probiotiques de nouvelle génération, c'est pour bientôt? J'espère que dans les 5 prochaines années, on aura ce type de traitement disponible pour les patients. Je rappelle, professeur Sokol, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de cet ouvrage, qui fait un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Les extraordinaires pouvoirs du ventre, publié chez Deboc Supérieur. Je vous remercie beaucoup. Merci.